Si vous avez déjà surpris une conversation dans une cour d'école, vous savez que rien ne captive autant l'imagination que les combats audacieux d'un guerrier courageux. Je me souviens avoir passé des heures étant enfant à débattre pour savoir qui de Goku ou de Bob l'éponge gagnerait dans un combat. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter de véritables guerriers qui ont accompli des exploits absolument incroyables, qui font pâlir les combats d'animés et des dessins animés. Des hommes bêtes aztèques aux tireurs manchots, découvrons quelques-uns des plus grands guerriers qui aient jamais existé. Guillaume Marchal. Nous aimons imaginer des chevaliers médiévaux comme des vaillants guerriers, avides de l'excitation du combat contre des adversaires dignes. En réalité, cependant, ils ne passaient pas la plupart de leur temps à croiser le fer avec des adversaires redoutables, mais à massacrer de malheureux paysans qui pouvaient à peine manier une épée. Pas vraiment héroïque, non? Les joutes, en revanche, exigeaient un réel talent. Ces compétitions permettaient à des chevaliers aguerris de s'affronter contre des adversaires tout aussi féroces afin de déterminer qui était le plus redoutable. Au XIIe siècle, en Angleterre, personne n'était plus redoutable que William Marshall. Né vers 1146, Marshall fut kidnappé dès son plus jeune âge par des rebelles qui espéraient faire chanter son père. Mais le père de Will ne se laissa pas intimider et leur répondit « Allez-y, pendez-le, je peux forger de meilleurs fils ». Ouf, sentant la dynamique familiale délicate, le pauvre William fut libéré sans incident. Cette épreuve a sans doute marqué le garçon car à seulement 12 ans, il partit pour la Normandie afin de suivre une formation de chevalier. En 1166, à l'âge de 20 ans environ, il livra sa première bataille. Peu de temps après, il commença sa carrière dans les tournois avec une masse à pied et une lance à cheval. Après avoir remporté victoire après victoire, la reine Aliénor le remarqua et il devint son champion, combattant en son honneur et devenant une sorte de célébrité d'antan. Marshall était un jouteur imparable, renversant ses adversaires les uns après les autres et prétendait avoir battu plus de 500 chevaliers au cours de sa carrière. Marshall était tellement séduisant qu'il fut même accusé d'avoir eu une liaison avec la femme du roi Henri, mais il fut finalement innocenté. Prouvant qu'on ne peut pas empêcher un vrai beau gosse de réussir, Marshall se maria dans la royauté à 42 ans, devenant le premier comte de Pembroke. Il allait devenir le seul homme à avoir jamais renversé le roi Richard Cœur de Lion de son cheval. Cela a dû impressionner le roi car sur son lit de mort, Richard a confié à Marshall la tâche de choisir son successeur. Toujours aussi vaillant, Marshall a continué à se battre jusqu'à l'âge avancé de 70 ans sous le règne du roi Jean, l'homme qu'il avait choisi pour régner. Peut-être qu'après tout cela, il a enfin gagné le respect de son père. La reine pirate. Ouais, assez de peur terrestre, espèce de marin d'eau douce. Désolé, je suis juste impatient de parler de pirates. Plus précisément de celle-ci, Xingxi, la reine des pirates. Elle est née dans la pauvreté en 1775 dans la province chinoise de Guangdong. Après une jeunesse difficile, elle a été kidnappée par Zheng Yi, capitaine de la célèbre flotte pirate du drapeau rouge. Séduit par sa beauté et son intelligence, il lui demanda sa main. Mais Xingxi n'était pas du genre à se laisser faire. Elle lui fit signer un contrat prénuptial qui lui garantissait 50% de ses gains et une partie de sa flotte. Après leur mariage, Xingxi surprit tout le monde par son talent et pour la piraterie. Elle supervisait les raids, planifiait les attaques et participait activement au combat. Sous son commandement, la flotte Red Flag passa de 200 navires à plus de 1800 en quelques mois seulement. La raison de ce succès, si vous me permettez le jeu de mots, c'est que Xingxi dirigeait son navire d'une main de fer. Elle réécrivit le code de conduite accordant plus de liberté aux membres d'équipage, mais prévoyant des punitions beaucoup plus sévères en cas de désobéissance. À la mort de Zheng Yi en 1807, Xingxi prit la relève. Sous son commandement, la flotte devint imparable, amassant d'immenses richesses et exerçant un pouvoir sans égal sur les mers chinoises. Il devint rapidement évident que la vision de Xingxi était très similaire à celle de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les pirates qui accumulaient le butin perdaient des membres à l'équivalent de leurs crimes et ceux qui protestaient étaient tués sur le champ. De plus, elle codifia la protection des ennemis qui se rendaient. Cela lui permit d'augmenter considérablement ses effectifs. Après tout, il était bien plus logique pour les marins de se rendre et de rejoindre ses rangs que de mourir au combat. Bien que terrifié par Xingxi, le gouvernement chinois savait qu'il devait agir. Finalement, la flotte du drapeau rouge affronta la puissance tonitruante de la marine mandarine de la dynastie Qing et la décima en quelques heures. La défaite fut si retentissante que l'empereur fut contraint d'agir et lui proposa un accord ridicule. En échange de sa démission, elle bénéficierait d'une amnistie totale pour ses crimes, du droit de conserver tout ce qu'elle avait pillé et de la possibilité de continuer à exercer ses activités légitimes. Sachant que la vie d'un pirate se termine inévitablement dans un bain de sang, Xingxi accepta l'accord.
Elle dissout la flotte du drapeau rouge et se retira pour mener une vie luxueuse, et cela fait probablement d'elle la pirate la plus célèbre de l'histoire. Prends ça, Jack Sparrow. Léonidas. Vous reconnaîtrez peut-être Léonidas premier grâce à son interprétation huileuse et brillante par Gerard Butler dans le film d'action 300 de Zack Snyder. Zack n'était toutefois pas le premier à représenter Léonidas de cette manière. Regardez ce tableau datant de 1814. Est-ce que le type possédait d'autres vêtements qu'un suspensoir? Peut-être voulait-il simplement montrer son corps aux autres Spartiates. Après tout, ces gars-là étaient coriaces. Entre 900 et 132 avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, les Spartiates étaient un peuple réputé pour leur dureté et leur bellicisme. Dès l'âge de 7 ans, les garçons spartiates étaient arrachés à leur famille et soumis à la Gauge, un programme d'entraînement militaire financé par l'État et destiné à faire d'eux des soldats invincibles. La nourriture y était rare, les combats encouragés, et comme tous les hommes spartiates étaient censés être des soldats à vie, le concept même de reddition était considéré comme la honte ultime. Léonidas, bien que membre de la famille royale, ne faisait pas exception. Comme beaucoup d'autres, il survécut à la Gauge, mais ne s'attendait pas à régner. Son demi-frère, Cléomène, était à l'origine le roi, mais après être devenu fou, la couronne lui revint. Et quel héritage désastreux il hérita. En 480 avant Jésus-Christ, les Perses, menés par le roi rusé Xerxès, étaient en guerre contre la Grèce. De nombreuses cités-États grecs s'étaient déjà soumises à la supériorité numérique écrasante de Xerxès, mais pas Léonidas. La légende raconte que lors de la bataille des Thermopyles, Léonidas et seulement 300 Spartiates ont réussi à repousser 2 millions de Perses dans un étroit défilé montagneux pendant 3 jours éprouvants. Si tous les Spartiates finirent par être tués, leur sacrifice incita le reste de la Grèce à se mobiliser et à repousser finalement les forces perses. Cette histoire est héroïque, inspirante et véritablement incroyable, car elle n'est pas tout à fait vraie. Si le nombre de 300 Spartiates n'est pas faux, il omet toutefois un détail important. Les Spartiates n'étaient pas seuls. Avant la bataille, Léonidas s'était allié à plusieurs autres cités-États grecs qui soutinrent les Spartiates. Je sais, je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais en réalité, il y avait environ 7000 soldats du côté grec et entre 100 000 et 300 000 du côté perse. Cela reste néanmoins une victoire grecque incroyable. Avec ces chiffres, les Perses étaient entre 14 et 42 fois plus nombreux que les Grecs. Imaginez-vous debout sous une pluie battante, une lance et un bouclier à la main, et on vous dit que vous n'avez qu'à vaincre 42 soldats. À mon avis, ça fait tout de même de Léonidas un guerrier assez exceptionnel, sans aucune exagération. Chandragupta Maurya. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Notre prochain guerrier, Chandragupta Maurya, préférait se servir de la pointe d'une lance dans la salle du trône de ses ennemis. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'Inde était gouvernée par le cruel roi Nanda, avec lequel même Alexandre le Grand ne voulait pas avoir affaire. Malgré sa puissance militaire, Nanda s'inquiétait toutefois de la montée en puissance du clan Maurya, qui lui était subordonné. La légende raconte qu'un soir, il invita la famille à dîner dans son palais, pour ensuite les emprisonner tous dans sa cave. Alors que les Maurya mouraient de faim, leur patriarche leur fit prêter serment. Si l'un d'entre eux survivait, il détruirait Nanda. Finalement, le jeune Chandragupta survécut. Pour humilier davantage cette famille autrefois prestigieuse, Nanda relâcha le garçon affaibli et le condamna à une vie de misère. Ayant tout perdu, Chandragupta se résigna à la pauvreté, jusqu'à ce qu'il soit découvert par le sage aux longs cheveux, Chanakya. Chanakya avait été insulté par Nanda à la cour et avait juré de ne pas se couper les cheveux tant qu'il ne se serait pas vengé. Et ce type avait les cheveux longs. Ensemble, les deux hommes jurèrent dans un serment de sang de renverser Nanda. Si la légitimité historique de cette légende est contestée, la conquête du duo est indéniable. Chandragupta fut formé aux arts de la guerre et au leadership par Chanakya et devint un guerrier brutal et rusé. Chandragupta rallia à sa cause de nombreux clans dynastiques de l'Inde, formant des éléphants de guerre et vainquit tous ceux qui s'opposaient à lui avant d'intégrer leurs guerriers dans ses rangs. Bien qu'il fût le seul membre survivant de sa dynastie, Chandragupta refondit les Maurya pour en faire une force redoutable. Finalement, il lança un assaut contre le palais de Nanda, et après une longue et sanglante bataille, il mit fin à la vie de Nanda dans sa propre salle du trône. Chandragupta étendit rapidement les frontières du nouvel empire Maurya, libérant des territoires que Alexandre le Grand avait conquis quelques décennies auparavant. Prouvant que sa volonté était sans égale, Chandragupta finit par abdiquer le trône de l'empire qu'il avait forgé, estimant que son œuvre était achevée. Je ne peux même pas renoncer à la dernière part de pizza, alors imaginez renoncer à un royaume qui s'étendait au sud de l'Inde jusqu'au Pakistan. Chandragupta vécut le reste de sa vie en ermite solitaire et mourut en méditant un après-midi dans une grotte isolée. Chanakya, quant à lui, se fit probablement couper les cheveux. Bon,
Détruire tout un empire parce que quelqu'un s'est moqué de vous, ça semble un peu extrême. Mais vous savez ce qui ne l'est pas? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est simple comme bonjour et c'est un excellent moyen de rester au courant de mes nouvelles vidéos. C'est fait? Eh bien, alors passons à la suite. Des millions de soldats. On a déjà dit que je pouvais manger pour 12, mais même moi, je ne peux pas imaginer être qualifié de soldat valant 1 million. Ce titre a pourtant été décerné au soldat portugais Hannibal Millet, qui, malgré sa moustache séduisante, n'avait que 22 ans lorsqu'il s'est retrouvé au cœur de la bataille de Lys. Cette violente fusillade a eu lieu dans le nord de la France en 1918, pendant les dernières années de la Première Guerre mondiale. Pendant des jours, Millet et ses camarades ont subi le feu incessant des bombardements allemands. Un matin brumeux, les bombardements ont mystérieux et soudainement cessé. Millet s'est précipité vers sa mitrailleuse et a aperçu des soldats qu'il ne reconnaissait pas sauter dans les tranchées devant lui. Réalisant que le bombardement avait servi de couverture à l'approche des Allemands, Millet tira sans discernement sur les silhouettes qui s'approchaient dans le brouillard. De nombreux Portugais tentèrent de revenir vers lui, mais ils furent fauchés par les Allemands dissimulés dans la brume. Millet continua à tirer sur tout ce qui bougeait dans le brouillard, abattant à lui seul des vagues d'hommes. Mais les Allemands étaient trop nombreux et Millet fut contraint de battre en retraite. Il se regroupa brièvement avec plusieurs alliés derrière un mur, mais sentant leur peur, il leur dit de courir et qu'il les couvrirait. Millet tira des rafales de tirs de suppression sur les Allemands, qui se réfugièrent dans ses anciennes tranchées pour se mettre à l'abri. Astucieusement, Millet changeait de position quelques mètres à chaque rafale, faisant croire aux Allemands qu'ils avaient affaire à plusieurs hommes. Après avoir tiré sa dernière balle, Millet se cacha, immobile, sous une bâche, alors que des dizaines d'Allemands s'approchaient. Pensant qu'un escadron entier avait mystérieusement disparu dans la brume, ils ne pensèrent pas à vérifier la bâche pour voir s'il y avait un seul homme en dessous. Pour son courage, Millet reçut la plus haute distinction du Portugal, l'ordre militaire de la Tour, qui lui fut remise devant 15 000 de ses compatriotes. Le général qui lui remit la médaille déclara « Même si vous n'êtes que Millet, vous valez des millions de soldats ». Il s'agit d'un jeu de mots, car le mot Millet signifiait million en portugais. Imaginez le bruit de 15 000 soldats courageux riant poliment à la blague de leur supérieur. Cheval fou. Tu te crois coriace? Eh bien, t'es pas aussi coriace que ça. Voici Crazy Horse, le guerrier Lakota Sioux. Né en 1842, c'était un homme d'une bravoure sans pareil. À seulement 12 ans, Crazy Horse a sauvé son frère d'un grizzly enragé, réussissant à repousser la bête avec rien d'autre qu'un lasso. Reconnu pour son courage, Crazy Horse est devenu un jeune guerrier vénéré, n'hésitant jamais à se jeter dans le danger. Lorsque de l'or a été découvert dans les Black Hills, territoire des Sioux, la paix qui régnait entre les nouveaux colons américains et les Sioux a volé en éclats. Malgré les traités qui promettaient la région aux Sioux, les nouveaux colons américains ne purent résister à l'appel de l'or. La guerre éclata entre les deux camps et Crazy Horse se retrouva à plusieurs reprises face à face avec les États-Unis. À une occasion, Crazy Horse se servit de leurre solitaire, poursuivi par 80 soldats américains. Après des kilomètres de course-poursuite, Crazy Horse les conduisit droit dans une embuscade mortelle. Il était commandant à Little Bighorn, l'une des batailles les plus importantes entre les forces américaines et les forces indigènes. Au cours de cette bataille, le lieutenant américain Custer tenta de surprendre les Sioux par une attaque en tenaille. Custer pensait qu'en les encerclant, les Sioux seraient submergés par sa puissance de feu supérieure. Cependant, ce sont les forces de Custer qui se retrouvèrent encerclées et furent vaincues de manière décisive. L'encerclement d'une armée plus importante par une armée plus petite est rare dans l'histoire militaire, et n'a souvent été réalisé que par des personnages tels qu'Hannibal Barca et Alexandre le Grand, considérés comme certains des plus grands commandants de tous les temps. Gardez à l'esprit que les Sioux ont également déjoué la tentative d'attaque en tenaille de Custer, avec des armes pour la plupart inférieures. Malheureusement, cette victoire fut de courte durée. À la fin des années 1870, les Américains ont commencé à chasser le bison jusqu'à son extinction. Cet animal était extrêmement important pour l'agriculture des Sioux, qui ont alors connu de grandes difficultés. Crazy Horse a finalement cédé aux exigences des Américains et a déplacé son peuple dans un petit village. En 1877, à seulement 35 ans, Crazy Horse a été tué lors de négociations de paix avec les États-Unis. On se souvient encore aujourd'hui de cet homme grâce à la chevauchée annuelle Crazy Horse organisée par les Lakota et à cet énorme monument commémoratif. Bien qu'impressionnant, ce monument est malheureusement sculpté dans une montagne que de nombreux Sioux considèrent comme sacrée. Ouais, c'est un peu comme essayer d'honorer un chrétien en griffonnant bravo sur le plafond de la chapelle Sixtine. La mort blanche. Personne ne s'amusait beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, non? C'était pas vraiment une période relaxante de l'histoire. Eh bien, en 1939, lorsque l'URSS a envahi la Finlande, celle-ci traversait une période particulièrement difficile.
Au début de l'invasion, la population finlandaise était d'environ 3,7 millions d'habitants, tandis que celle de l'URSS dépassait les 175 millions. Les chances étaient minces. Mais il y avait une chose que les soviétiques n'avaient pas, Simo Häyhä. Né en 1905, Simo menait une vie modeste de fermier. Cependant, lorsque les soviétiques ont envahi le pays, il a pris son fusil et est sorti pour défendre son pays, en passant devant de nombreux trophées de tir. Car malgré son statut d'humble fermier, Simo avait l'œil d'un faucon, la discipline d'un athlète et les réflexes d'un commentateur YouTube lorsque je prononce mal un mot. En seulement 98 jours, Simo est devenu le tireur d'élite le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, qui lui a valu le surnom de mort blanche. Simo a mérité ce surnom car dans les forêts de sa région natale, il pouvait devenir invisible. Simo s'habillait en blanc, s'enfouissait dans la neige et allait même jusqu'à mettre de la glace dans sa bouche et ses narines. Cela refroidissait son souffle qui n'était donc pas visible dans le froid. Simo savait qu'une seule erreur pouvait lui coûter la vie. Il changeait donc constamment d'emplacement. Lorsque Simo visait une cible, il restait immobile, ne cédait jamais à la nervosité et ne tirait jamais trop tôt, attendant le moment le plus propice pour abattre sa proie. Des escouades entières étaient envoyées dans les bois à sa recherche, et la plupart n'en revenaient jamais. Comme si cela ne suffisait pas, Simo n'utilisait pas de lunettes de visée. Il craignait que la réverbération du soleil ne trahisse sa position. Cela signifie que Simo tirait uniquement à l'œil nu. Ouais, moi qui ai parfois du mal à trouver le curseur de mon bureau, Simo, lui, il n'a été touché qu'une seule fois. Mais ce fut un coup terrible. Les soviétiques ont fini par détruire la forêt pour atteindre Simo, et malheureusement, ils ont réussi. Un mortier a explosé juste devant son visage, mais ça l'a pas tué. Après plusieurs opérations de reconstruction, Simo s'en est sorti. Il était couvert de cicatrices, mais il était en vie. La guerre a pris fin une semaine plus tard et il a vécu jusqu'à l'âge vénérable de 96 ans. Mais pendant cette période, en moins de 100 jours, Simo a accumulé plus de 500 victimes, soit plus de 5 soldats tués par jour. Ouais, on peut dire qu'il avait un bon ratio. Clavicle. Certaines personnes souhaitent mourir paisiblement dans leur sommeil. D'autres préfèrent partir en déchiquetant des guerriers aigles aztèques. Les deux options ont leur mérite. Découvrez Clavicle, un guerrier d'Amérique centrale né en 1497 dans la tribu des Tlacalan. Et selon les représentations anciennes, c'était aussi un homme absolument bestial. Clavicle a été capturé alors qu'il défendait sa tribu et amené devant l'empereur aztèque Moctezuma Ier. Moctezuma l'a regardé et, craignant sa colère, a ordonné sa libération. Clavicle refusa cette offre, déclarant que la honte d'avoir été capturé vivant déshonorerait sa maison et qu'il ne pourrait jamais revenir. Impressionné et un peu effrayé, l'empereur lui proposa un marché. Clavicle pourrait devenir aztèque et se voir confier le rôle d'une de leurs armées. Ainsi, il pourrait continuer à vivre comme un guerrier. Et c'est exactement ce qu'il fit, décimant d'autres tribus au nom de son nouvel empereur. En plus d'être un guerrier hors pair, Clavicle était également un maître dans le maniement des armes, notamment du redoutable Maquahuitl. Cette arme redoutable consistait en une pagaie de bois incrustée de dents d'obsidienne, une sorte de verre volcanique. Ces dents pouvaient être jusqu'à 500 fois plus tranchantes que l'acier et étaient conçues pour se briser sur la victime, l'éviscérant. Comme si cela ne suffisait pas, l'arme de Clavicle était apparemment si lourde que les autres hommes étaient incapables de la soulever. Oubliez les dommages internes, je m'inquiète plutôt d'exploser à l'impact. Lorsque l'Empire aztèque a commencé à s'étendre, Clavicle s'est vu confier une tâche terrible: conquérir et soumettre son ancienne tribu. Clavicle se retrouva pris entre deux codes. Il ne pouvait se résoudre à combattre son ancien peuple, mais en tant que guerrier, il ne pouvait pas non plus refuser de se battre. La seule option pour Clavicle était d'accepter l'exécution, par combat. Par une chaude matinée dans la jungle, Clavicle entra dans un cercle de pierres cérémonielles et attendit ses adversaires. 8 guerriers aigles aztèques, les plus redoutables des redoutables, chacun désireux d'être celui qui abattrait la bête. Malheureusement pour eux, Clavicle les tua tous, un par un. Plusieurs guerriers l'attaquèrent simultanément et il blessa 20 autres guerriers avant d'être vaincu. Le cœur de Clavicle fut alors arraché de son corps et traité par les Aztèques comme un artefact sacré doté de pouvoir. Ouais, on va s'en tenir à la crémation, merci. La Shimane. Vous vous demandez peut-être qui sont les personnes les plus redoutables au monde. Plusieurs réponses me viendraient à l'esprit. Les culturistes, les chasseurs de primes, les youtubeurs qui défient d'autres youtubeurs dans des combats de boxe, la liste est longue. Mais même en pensant à tous ces durs à cuire, je ne pense toujours pas qu'il existe quelqu'un de plus coriace que les Gourkhas. Ces guerriers népalais constituent l'une des unités les plus élitistes de l'armée britannique depuis plus de 200 ans. Le maréchal Shan Manekshaw a dit un jour: si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas peur de mourir, soit il ment, soit c'est un Gourkha. Ouais,
Pour illustrer ces propos, penchons-nous sur l'histoire de l'Hachiman Gurung. Gurung et son bataillon étaient stationnés en Birmanie en 1945 vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les forces japonaises étaient de plus en plus désespérées à mesure que la guerre touchait à sa fin, et la mission des Gurkhas était d'empêcher leur avancée vers Tungsdo. La première nuit, l'Hachiman montait la garde, loin du camp de ses camarades. Soudain, 200 soldats japonais le surprirent en avançant brusquement vers Tungsdo. Ils se sont annoncés en lançant 3 grenades dans la tranchée de Gurung. Réagissant rapidement, Gurung ramassa chaque grenade et les renvoya. 1, 2, 3. Malheureusement, il fut trop lent pour la 3e qui lui arracha la main. Il n'avait toutefois pas le temps de pleurer. Il planta son kukri traditionnel népalais, un lourd poignard dans le sol devant lui, et jura qu'aucun soldat japonais ne passerait. Déséquilibré et n'ayant plus qu'un bras valide, il saisit sa mitrailleuse et tira sauvagement dans la nuit. Les soldats japonais continuèrent de lancer des grenades sur Gurung, mais celui-ci, n'ayant pas retenu la leçon, les renvoya aussitôt. Il fut également aveuglé d'un œil pendant la fusillade, mais il continua de se défendre sans relâche. Gurung criant de manière menaçante « Venez vous battre contre un Gurkha » à plusieurs reprises tout en tirant des rafales de balles. Finalement, Gurung envisagea de ramasser son kukri par terre pour lancer un dernier assaut au corps à corps. Bien que ses couteaux brutaux soient tranchants et lourds, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre les tirs. Heureusement pour Gurung, après avoir repoussé 200 soldats japonais pendant 4 heures éprouvantes, les renforts arrivèrent et relevèrent Gurung, épuisé et battu. Il reçut la croix de Victoria pour ses efforts, et malgré ses blessures, continua à se battre pendant le reste de la guerre. Mes amis, ça, c'est ce qu'on appelle un vrai bonhomme. Julie d'Aubigny. Trouvez l'opéra un peu guindé, ennuyeux? Vous pensez que ce genre aurait besoin de plus de scènes de combat et d'histoires scandaleuses? Alors voici Julie d'Aubigny, votre nouvelle superstar préférée. Née en France vers 1707, Julie a rapidement découvert qu'elle avait 2 grandes passions, le chant et le combat à l'épée. Malheureusement, la société incroyablement prude du XVIIIe siècle en France méprisait les femmes qui pratiquaient des sports sanguinaires. Julie a donc naturellement commencé à s'habiller en garçon afin de participer à des concours de duel dès l'âge de 12 ans. En grandissant, elle a commencé à se battre plus ouvertement sous sa propre identité et a entamé une carrière professionnelle de chanteuse d'opéra. À un certain moment, un autre chanteur l'a tellement agacée qu'elle l'a défié en duel alors qu'elle était habillée en homme et l'a battue à plat de couture avec une canne. Apparemment, elle n'a pas pu s'empêcher de rire le lendemain lorsqu'il a prétendu avoir été agressé par 3 hommes costauds. Oh, et comme si sa vie ne pouvait pas être plus compliquée pour son époque, elle était également ouvertement bisexuelle, dans les années 1700. À un moment donné, une fille avec laquelle elle avait une liaison a été envoyée dans un couvent par ses parents. Julie réagit en se déguisant en nonne et en mettant le feu au couvent pour faire évader la jeune fille. Comme si ça ne suffisait pas, elle embrassa un jour une noble femme lors d'un chic gala devant 3 nobles qui la draguaient. Furieux, ils la défièrent tous les 3 en duel. Elle les battit tous, l'un après l'autre, sans même transpirer. Comme vous pouvez l'imaginer, le style de vie ostentatoire de Julie lui a valu de nombreux démêlés avec la justice. Heureusement pour elle, le roi de l'époque était Louis XIV, qui était lui-même un personnage haut en couleur. Louis trouvait ses exploits hilarants et lui a gracié ses crimes à plusieurs reprises. Julie finit par s'engager dans une relation durable avec Madame de Florensac, que beaucoup considéraient comme la plus belle femme de France. Julie continua à se battre en duel et à chanter jusqu'à la fin de sa vie. Elle mourut jeune, entre 33 et 36 ans, sans jamais perdre aucun duel. Et voilà, la sélection de guerriers vraiment redoutables issus de différentes époques et cultures. Il existe beaucoup trop de guerriers impressionnants à travers le monde pour tous les inclure dans une seule vidéo. Si vous souhaitez une deuxième partie, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. En attendant et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.